à tous et bienvenue sur Kaina TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Nejma Brahim avec nous dans nos locaux. Elle nous a fait le plaisir de venir et de participer avec nous à cette petite table ronde d'une heure pour échanger à propos de son parcours et de son ouvrage qu'elle vient tout juste de publier qui s'appelle 2 euros de l'heure, la face cachée de l'intégration à la française. Nejma Brahim, bonjour et merci de votre présence. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Ça va bien en cette journée ensoleillée? Ça va, ouais, je suis venue à Montpellier, il y a du soleil, ça fait du bien. C'est pas du tout le cas à Paris, donc on en profite. Ouais, c'est ça. On en profite. Eh bien, comme je le disais, on allait traiter de votre parcours et de votre ouvrage qui a un sujet assez sensible qui traite justement des injustices et des clichés qui peuvent être subis par les migrants sur le territoire français. Pour décortiquer votre enquête de 214 pages, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Halima, Samir, Inam, Naël et moi-même qui sommes reporters citoyens numériques et qui allons échanger avec vous durant ces 1 heure. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Naël qui va commencer par traiter de votre parcours. Donc oui, voilà, j'aimerais parler de votre lien avec cette ville de Montpellier, une ville dans laquelle vous avez passé de nombreuses années, du coup, entre bénévolat, travail et études. Et du coup, pour commencer, j'aurais voulu vous demander comment vous avez connu Kaina et qu'est-ce qui vous a poussé à y être bénévole? Ouais, et c'est pour ça que je suis très contente d'être là aujourd'hui, parce que j'ai un lien particulier avec Montpellier. J'ai vécu ici pendant 16 ans. J'y ai fait vraiment... je suis arrivée, j'avais l'âge de 10 ans. Et j'y ai fait tout le reste de ma scolarité jusqu'aux études supérieures à la fac de Montpellier. Au départ, j'étais partie pas du tout sur le journalisme, j'étais partie sur le commerce international. J'avais été un peu mal orientée à l'époque de la 3e seconde. Mais bon, je suis allée au bout de mon cursus, j'ai fait un BTS commerce international. Et au fond, j'avais toujours cette petite idée de devenir journaliste qui me trottait dans la tête. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, si je veux me réorienter, c'est peut-être maintenant ou jamais. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Et c'est là que j'ai découvert Kaina TV, ici à La Paillade. Donc je suis venue, à l'époque j'avais contacté Akli, qui est toujours là aujourd'hui, très très contente de le revoir, et qui m'a gentiment proposé de venir faire un stage pour découvrir à la fois ce lieu, cette structure d'accueil, et aussi un peu le métier de journalisme, du coup plutôt audiovisuel. Et je suis partie sur un stage à l'époque, je crois, de 2 ou 3 semaines. Et finalement, je suis restée membre bénévole pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire à peu près la durée de mes études en journalisme. Je me suis réorientée, je me suis inscrite à la fac de droit à Montpellier pour suivre un cursus sciences politiques. À l'époque, je visais le Master 2 qui était métier du journalisme, qui aujourd'hui n'existe plus, je crois. Et donc, pendant toute cette durée-là, je suis restée bénévole ici et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on a couvert les élections municipales à l'époque. Donc, c'était Philippe Sorel qui avait été élu. On avait reçu les candidats dans un dispositif spécial, dans une brasserie-restaurant près de l'hôtel de région. Je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, mais en tout cas vers le Lez. Et à l'époque, on faisait ça, en fait. Quand il y avait des gros événements à Kaina, on installait comme ça une grande table dans cette brasserie. Il y avait une sorte de partenariat informel et on faisait les interviews là-bas. Donc c'était hyper formateur. Il y avait ce volet-là un peu politique, mais on faisait aussi des événements culturels comme le festival Arabesque, qui a lieu chaque année à Montpellier. Et c'est ici que j'aime bien dire que c'est ici que j'ai fait mes premiers pas journalistiques. Où vraiment j'ai appris à préparer des questions, préparer une interview, à mener un entretien face caméra, ce qui n'est pas toujours évident, et puis aussi à développer mon sens critique. J'ai découvert à ce moment-là aussi toutes les difficultés que les habitants des quartiers populaires, et en l'occurrence ici de La Paillade, pouvaient affronter au quotidien. En termes de chômage, en termes de logement, évidemment, c'est une problématique importante, etc. etc. Et j'ai développé petit à petit ce sens critique. Et par la suite, d'ailleurs, j'ai continué à bosser un peu sur la question des quartiers populaires à la fin de mes études, en proposant notamment des piges sur La Paillade que j'avais vendues à l'époque à Mediapart où je travaille aujourd'hui. Ok, donc vous l'avez précisé, on a pu anticiper la question après, mais le journalisme, ça n'avait pas été la première étape. Ouais. C'est arrivé après, mais vous le souhaitiez déjà, vous l'aviez déjà dans la tête. Ouais, c'était une idée qui trottait un peu dans ma tête depuis quelques années, mais que j'avais un peu écartée parce que
c'est un milieu, faut le dire, assez particulier et assez fermé. Beaucoup de choses se passent dans ce métier à Paris. Donc c'est vrai que si on n'est pas à Paris, on se sent parfois un peu exclu, un peu à l'écart. Et c'est un monde qui fonctionne par le carnet d'adresses, en fait. Donc c'est clair que si tu as de la famille qui est déjà dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, c'est plus facile, ça aide. On le voit d'ailleurs aujourd'hui dans le monde de la télévision. Il y a pas mal de présentateurs, je pense notamment à BFM TV, où il y a des liens familiaux entre les présentateurs, et forcément, ça aide beaucoup. Déjà, ça aide parce que ça t'apporte, je pense, une sorte de bagage culturel, en termes de culture générale. C'est-à-dire que chez toi, on va à table avec tes parents, tu vas évoquer des questions, des sujets politiques, des sujets, tu vas entendre le prénom du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, ce qui n'était pas forcément mon cas chez moi, par exemple. Donc ça t'apporte quand même ce bagage-là culturel. Et puis ensuite, au moment où tu essayes de trouver du boulot, c'est clair que ça change la donne. Ça change la donne parce qu'il suffit pour eux de passer un coup de fil pour d'abord un stage et puis ensuite un stage qui va se transformer peut-être en CDD ou en CDI. Donc c'est sûr que voilà, ça te pousse, je pense, à t'interroger. Donc moi, c'est vrai que j'avais laissé ça de côté. Je m'étais dit, bon, la conseillère d'orientation m'a dit d'aller faire du commerce international, je vais l'écouter. Et puis finalement, quand je suis passée à l'âge adulte, on en parlait avant de commencer l'entretien, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, bon, si tu veux le tenter, c'est maintenant. Mais du coup, vous regrettez pas de ne pas avoir essayé de commencer plus tôt, peut-être ? Non, je regrette pas parce que, en fait, ça fait... Déjà, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce BTS commerce international, faut le dire. Par exemple, j'ai beaucoup amélioré mon niveau en langue étrangère. À l'époque, c'était anglais, je faisais anglais-allemand. Et c'est un niveau, en tout cas pour l'anglais, que j'ai réussi à garder. Et puis ensuite, parce que ça m'a appris d'autres choses, notamment en termes de débrouillardise. Le BTS, il m'a amené à aller faire des stages à l'étranger où j'ai dû vraiment me débrouiller pour trouver les stages. On débarque dans un pays étranger, on a à peine 20 ans. C'était la première fois de ma vie que je voyageais toute seule. Faut vraiment apprendre à se débrouiller. Et ça, j'ai constaté que ça m'avait été beaucoup utile au moment où j'ai commencé à me lancer dans le journalisme. C'est quelque chose d'ailleurs qui est pas mal revenu. On m'a souvent dit « Ah ouais, t'es débrouillarde ». Et je pense que ça, je le tiens de cette expérience-là. Donc, c'est pas perdu. Ça fait aussi de mon profil un profil atypique. Et en fait, pourquoi pas ? Les profils atypiques, on dit que souvent, c'est des bons profils, notamment dans ce métier. Donc, faut pas avoir de regrets, je pense. Faut faire en fonction de notre parcours. Et puis, on voit ensuite comment ça évolue. Ok, merci beaucoup. Nejma, toujours dans le terme du journalisme, votre parcours nous a fascinés, et notamment avec Halima qui a vu que vous avez été sur l'Ocean Viking durant quelques semaines. Halima, tu voudrais en dire un peu plus ? Du coup, en 2021, vous avez suivi l'ONG SOS Méditerranée, pendant plusieurs semaines. Et du coup, vous en avez fait même une mini-série de 13 épisodes. Et je voulais savoir, du coup, avant et après cette expérience-là, qu'est-ce que vous en tirez de la perception, du coup, sur l'immigration ? Et pourquoi avoir choisi de suivre cette ONG-là durant quelques semaines ? C'est une question intéressante parce que l'ONG SOS Méditerranée, pour juste un petit rappel, c'est une ONG qui se qualifie elle-même d'ONG citoyenne et européenne. C'est une ONG qui a été créée en France, mais qui se veut européenne et qui répond en fait à un manque de moyens en Méditerranée centrale aujourd'hui. Méditerranée centrale qui fait partie des principales routes migratoires en Europe, en tout cas pour rejoindre l'Europe. Il y a aussi, par exemple, la Méditerranée orientale, mais la Méditerranée centrale est l'une des routes les plus importantes, c'est aussi l'une des routes les plus meurtrières. Et à l'époque, quand j'ai eu l'opportunité de partir avec l'ONG, je venais de rejoindre Mediapart à plein temps, en CDI. J'avais été recrutée peu de temps avant, quelques mois avant. Et avant ça, j'étais pigiste pendant 3 ans et demi. Je pigeais notamment pour Mediapart. On m'avait dit, bon, peut-être qu'il y aura une opportunité de partir à bord de ce navire humanitaire. Est-ce que toi, ça te tenterait ? Et à l'époque, j'étais encore pigiste. J'avais dit oui, avec plaisir. C'est une expérience, je pense, hyper enrichissante et formatrice. Et finalement, quand j'ai été embauchée, le navire, il était en détention.
était détenu par les autorités italiennes qui avaient trouvé une excuse administrative pour le détenir à quai, pour l'empêcher d'aller porter secours à d'autres exilés. Évidemment, le but de ces manœuvres-là, c'est d'empêcher les migrants de débarquer en Italie et donc en Europe. Mais il avait été détenu quand même pendant 5 mois, si je me souviens bien. Moi, je rejoins Mediapart entre-temps, et en décembre, j'apprends que le bateau a été relâché, à force de batailles menées par l'ONG. Et on me dit, c'est vous sur la liste d'attente la prochaine, est-ce que ça vous dit de partir? Moi, j'avais déjà un reportage qui était calé à l'époque aux Canaries, c'était fin décembre, parce que justement, cette route migratoire depuis l'Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries, qui appartiennent à l'Espagne, s'était réenclenchée. Donc j'avais ce reportage qui était calé, et on m'a dit, si tu veux partir, en fait, ça tombait 2-3 jours après mon retour des Canaries. J'ai dit, ok, bon. Et à l'époque, c'était le Covid, donc énorme restriction pour pouvoir embarquer à bord du navire. C'est-à-dire qu'il y avait une quarantaine de 2 semaines avant de pouvoir embarquer sur le navire, où on était en fait enfermé dans une chambre d'hôtel à Marseille, puisque c'est à Marseille qu'on embarquait. Ensuite, on partait à bord du bateau, on ne savait pas quand est-ce qu'on revenait, à cause du Covid justement, et des chamboulements que ça pouvait occasionner à l'époque en termes de sauvetage. Et quarantaine aussi au retour. Donc je partais pour une durée assez longue et indéterminée. On en a discuté avec les chefs et on s'est dit que c'était important de le faire. On a considéré que c'était important de le faire parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition que ça pour le terrain. C'est vraiment un travail d'enquête et de terrain où vraiment tu te retrouves embarqué à bord d'un navire humanitaire qui porte secours à des centaines d'exilés, qui fait plusieurs sauvetages à la suite. Et vraiment, tu te retrouves en plein milieu de la Méditerranée centrale, pas très loin de la Libye. Tu restes dans les eaux internationales, bien sûr, pour respecter le droit maritime international. De toute façon, si tu rentres dans les eaux libyennes, il y a un risque pour que les autorités libyennes, clairement, ouvrent le feu, parce que tu n'as pas le droit d'y être. Mais donc, tu restes dans les eaux internationales au large de la Libye, et tu portes secours aux migrants qui tentent de traverser la Méditerranée à bord de... On appelle ça, dans le jargon, d'embarcations de fortune. Ces dernières années, ce qu'on a beaucoup vu, c'est des bateaux de type canot pneumatique, donc avec des gros boudins sur les côtés. Il n'y a tellement pas de place, ces bateaux sont tellement surchargés que les exilés sont obligés de s'asseoir aussi sur les boudins avec les jambes qui du coup dépassent en fait sur les côtés, et du coup ça veut dire qu'ils peuvent aussi tomber, chavirer à n'importe quel moment s'il y a une vague un peu forte, etc. Et donc on s'est dit que ce travail de terrain-là était essentiel, ne serait-ce que pour comprendre la situation. Je pense qu'aujourd'hui, tous les politiques qui nous gouvernent, que ce soit en France ou en Europe, gagneraient à faire ce travail-là, à faire cet effort-là de partir, parce que c'est pas anodin. Je le disais tout à l'heure, moi je suis partie pour 2 mois au final. 2 mois en mer, c'est épuisant, avec un rythme de sauvetage qui était assez élevé. Et vraiment, on s'est retrouvés à un moment donné avec près de 400 à 500 exilés à bord. C'est énormément de travail. Et en tant que journaliste, on participe aussi, on nous propose aussi de participer au sauvetage si on se sent la force et l'envie. Donc moi j'avais accepté à l'époque. Donc pendant les sauvetages, on est amené aussi à s'occuper des bébés ou des enfants. Si on est OK, encore une fois, on n'est pas obligé. Donc tout ça est très fatigant à la fois sur le plan physique mais aussi mental. On entend énormément de récits sur ce qui se passe évidemment dans les pays d'origine, mais aussi sur le parcours migratoire et notamment en Libye, où on le sait, la situation pour les migrants elle est catastrophique. Ils sont torturés, ils sont rendus à l'état d'esclaves, ils sont violés, y compris les hommes, c'est absolument terrible, et ils sont enfermés par des milices dans des sortes de prisons informelles. Parce qu'il faut le rappeler, sur le plan politique, c'est le chaos aujourd'hui en Libye. Donc il y a beaucoup de milices aussi qui font un peu ce qu'elles veulent. Et voilà, on s'est dit que c'était important. Alors je suis partie, en plus on a une connexion internet très limitée à bord du bateau, donc je suis partie en se disant avec les chefs que je ferais en fonction des sujets qui se présenteraient à moi. Et ça a donné lieu effectivement à cette série de 13 papiers, c'est beaucoup. Plus aussi des petits reportages vidéo qui ont été diffusés dans notre émission à l'air libre à l'époque, où j'ai fait aussi avec les moyens du bord sur place. Et vraiment, je pense que je suis partie,
j'étais la Nejma de l'époque, et quand je suis revenue, j'étais une autre personne, parce que je pense que ça nous change, de fait. Ça m'a bouleversée. Ouais, c'est bouleversant, il y a un côté vraiment bouleversant. Et en plus, tu peux pas vraiment te permettre de craquer sur le moment, parce que tu es là pour faire ton travail, et il faut arriver à garder la tête froide, et puis par ailleurs, t'as pas du tout d'intimité, parce que tu n'as pas ta propre cabine avec ta couchette, c'était vraiment une cabine partagée. Donc il faut vraiment garder la tête froide, c'est pas toujours évident. Et puis surtout, ce que je remarque depuis que je suis revenue de cette expérience, c'est que ça a amélioré ma connaissance du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dois faire des articles d'analyse dans Mediapart sur la situation en Méditerranée centrale, eh ben, j'ai aussi plein de connaissances sur ça parce que j'y étais. En fait, j'étais en plein milieu de la mer Méditerranée centrale, et j'ai vu le travail des ONG sur place, et alors qu'elles sont accusées parfois d'être les passeurs, les complices des passeurs qui font dans la traite d'êtres humains, en réalité, c'est absolument pas le cas. Elles sont là vraiment pour porter secours, et c'est tout. Et dans votre mini-série, du coup, dans l'épisode 2, vous parlez des femmes, du coup, comme quoi 50% des femmes... comme quoi, du coup, 50% des femmes sont migrantes internationales. Dont, en Europe, voilà. Dont 11 à bord du bateau. Et vous vous posiez la question de pourquoi les femmes migrantes ne sont pas réellement bien représentées. Et du coup, selon vous, pourquoi elles sont mal représentées, pourquoi elles sont invisibilisées? Ouais, c'est une question intéressante. Effectivement, les femmes, elles représentent 50% des arrivées de migrants en Europe. C'est quand même énorme. Il y a très peu de gens qui le savent en réalité. Aussi parce que dans ce qui est véhiculé, notamment par la droite et l'extrême droite, notamment sur les réseaux sociaux, avec des photos qui sont balancées, qui sont instrumentalisées, on ne voit que les hommes à bord des bateaux qui tentent la traversée. Mais c'est parce qu'en réalité, les femmes, elles sont souvent au centre du bateau pour les protéger. On se dit qu'on les met au centre du bateau pour qu'elles aient moins de risques de tomber. On dit aussi qu'en étant au centre du bateau, peut-être qu'elles auront moins le mal de mer. Et donc forcément, on ne les voit pas. Quand il y a des photos comme ça qui sont faites depuis l'extérieur du bateau, on ne les voit pas. Je pense qu'elles sont invisibilisées. Donc ça, pour répondre à ta question, ça sert aussi tout ce discours-là, des détracteurs finalement des migrations qui ne veulent pas voir des personnes arriver en Europe, qui disent mais en fait c'est que des hommes, et puis ils viennent pour violer nos femmes, et puis ils viennent pour agresser nos mamies, etc. etc. Mais ils ne parlent jamais des femmes, et pour eux il n'y en a pas. Tout comme il n'y a pas d'enfants, ce qui est faux, il y a aussi beaucoup d'enfants, des bébés même, très très jeunes. Et puis de manière générale, je pense qu'on peut le dire, dans l'opinion publique, les femmes, même si elles ne sont pas migrantes d'ailleurs, sont invisibilisées. Elles prennent la parole de plus en plus, parce qu'il y a eu des mouvements transnationaux, internationaux, et on pense sur par exemple les violences sexistes et sexuelles à MeToo, évidemment. Elles prennent de plus en plus la parole, elles travaillent de plus en plus, elles parviennent à prendre de plus en plus leur place au sein de la société et à s'affirmer, j'ai envie de dire. Mais de manière générale, pendant très longtemps, elles ont été invisibilisées. Et on disait d'ailleurs d'elles qu'elles restaient, pour ce qui concerne les migrations, dans le pays d'origine pour s'occuper des enfants. Tandis que l'homme, lui, migrait pour essayer de trouver du travail ailleurs et subvenir à leurs besoins à distance. Et en réalité, c'est faux. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, migrent, laissent parfois leurs enfants derrière elles quand elles n'ont pas la possibilité de les prendre avec elles. Et donc, elles les laissent entre de bonnes mains, elles les confient à des proches, par exemple. Et parfois, elles n'ont pas d'autre choix que de les prendre avec elles, parce qu'elles fuient aussi des violences intrafamiliales, conjugales, ou des mariages forcés, etc. Donc voilà, c'est tout ça, je pense, qui participe de l'invisibilisation des femmes. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu faire cet article qui parlait d'elle. J'en avais fait 2, je crois. Il y en avait un avec cette chercheuse qui s'appelle Camille Schmoll, qui a travaillé sur la question des femmes migrantes, notamment par la Méditerranée. Et puis j'avais fait un papier qui racontait toutes les violences sexuelles qu'elle subissait, notamment en Libye, parce que ça me paraissait important d'en parler. Moi, j'avais juste une question par rapport à ce sujet. Est-ce que le public que vous interrogez, est-ce qu'ils sont... ça leur va d'être soit filmés ou d'être interrogés sur leurs conditions? De manière générale? Oui, en général.
C'est sûr que c'est pas toujours évident. C'est pas n'importe quel public. C'est-à-dire que déjà en temps normal, c'est pas évident d'aller photographier ou filmer n'importe qui quand on est journaliste. Il faut vraiment y aller doucement, il faut évidemment leur poser la question, voir si elles sont d'accord, etc. C'est vrai que sur le public des exilés, c'est encore plus difficile. Donc ça demande vraiment, je pense, beaucoup de temps. Il faut arriver à les rassurer et à les mettre en confiance, mais surtout, il ne faut pas les forcer. En fait, c'est très simple. Il faut partir du principe que si on sent que ça bloque, si on sent que les personnes hésitent, si on sent qu'elles n'ont pas envie, bah, il faut surtout pas forcer, notamment sur la prise d'image. Le plus souvent, quand on travaille à l'écrit, c'est mon cas moi à Mediapart, c'est plus facile, c'est vrai que ça aide. La prise de son aussi, parce que de fait, on voit pas leur visage. Et puis il y a toujours la possibilité surtout de rendre leur témoignage anonyme quand elles le souhaitent. Et après, pour tout ce qui est photo, vidéo, faut voir, c'est évidemment avec leur consentement. Les photos, on peut aussi se débrouiller pour essayer, si elles souhaitent garder l'anonymat, pour essayer d'en faire de dos. Parce que c'est vrai que pour nos articles, nous, on a aussi besoin de les illustrer. Donc, on peut leur proposer d'autres solutions. Par exemple, prendre une photo de leurs mains, leur proposer de se tourner, de les prendre de dos. Alors après, il y a la solution du floutage, mais sur la question des migrants, moi, je trouve que c'est un peu délicat parce que ça participe un peu à les invisibiliser. Ils le sont déjà. Donc, j'aime pas trop, moi, l'idée de flouter. Mais sinon, voilà, il faut vraiment faire en fonction d'elles et de notre ressenti. Au moment où on leur pose la question, si on sent que ça bloque, surtout ne pas forcer. On pourra toujours se débrouiller avec une autre photo. C'est pas dramatique en soi. C'est déjà énorme, je trouve, qu'elles acceptent de se livrer à une sombre inconnue. Moi, je considère que je suis une sombre inconnue. Voilà, je suis journaliste, le métier est de plus en plus connoté, il y a une défiance envers les journalistes qui est parfois justifiée d'ailleurs, mais qui est grandissante. Et donc, voilà, moi je me dis, c'est déjà énorme qu'elles acceptent de se confier, de me raconter des choses très très intimes sur leur vie, sur leur vécu. Les images, c'est pas très grave, quoi. Une autre question, ça m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer à aller sur un bateau comme l'Ocean Viking ? Est-ce qu'il y a une formation ou est-ce qu'on a le temps de se préparer ? Comment ça se passe ? Ouais. Je rigole parce que je rentre, j'étais il n'y a pas très longtemps à une formation de journalisme en zone dangereuse qu'en fait j'aurais dû faire avant de partir à bord de l'Ocean Viking. Mais bon, à l'époque, je n'avais pas eu l'occasion. Puis c'est une formation qui coûte un peu cher. J'ai eu de la chance que, pour le coup, mon journal la finance. C'est pas le cas de beaucoup de journalistes pigistes, il faut le souligner. Et du coup, oui, alors je pense qu'il faut un peu de préparation. Déjà, il faut penser au matériel que tu prends, parce que tu es sur un bateau pendant... Moi, encore une fois, je suis partie 2 mois, j'ai fait 2 rotations de suite, etc. Donc il y a une question de matériel, de vêtements. C'était en hiver, donc il fait très froid en Méditerranée en hiver. Donc il fallait que je prévoie des vêtements chauds, il fallait que je prévoie des bottes de pluie par exemple, c'est des trucs très bêtes mais auxquels il faut penser. Il faut prévoir aussi des choses contre le mal de mer si jamais on a le mal de mer. Donc à l'époque j'avais pris des médicaments, du gingembre au cas où, parce que c'est très efficace contre le mal de mer. Après il y a une formation je pense vraiment sécurité et même de premier secours. Heureusement qu'on nous a proposé de toute façon de la faire une fois qu'on était à bord, parce qu'avant d'arriver sur zone de sauvetage, il y avait à peu près 4 jours de navigation pour rejoindre la zone de sauvetage, et donc ces 4 jours ont aussi servi à des entraînements aux équipes, parce que je le rappelle, le navire avait été détenu pendant 5 mois, donc il fallait que les équipes se remettent un peu au goût du jour, et il y avait cette mini-formation pour les premiers secours. C'est là par exemple que j'ai appris à faire des massages cardiaques. C'est des trucs qu'on faisait à l'époque, la JAPD, je sais pas si ça existe toujours la JAPD. La journée d'appel, ouais. Ouais. Normalement ça existe toujours. Enfin en tout cas moi je l'ai passé, je pense que... Ça existe toujours. Bon, on l'apprend très, très 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 vite fait, et puis on oublie, parce qu'en fait si tu pratiques pas, t'oublies. Donc voilà, on avait revu ça, vraiment le massage cardiaque, prendre en charge une personne qui est en situation d'hypothermie, avec notamment la couverture de survie, comment utiliser la couverture de survie, se préparer aussi à la mort, parce qu'en fait on pouvait aussi être confronté à des personnes soit déjà décédées à bord du bateau au moment où on porte secours aux exilés, ça arrive qu'il y ait des personnes mortes à bord du bateau, soit décédées par noyade si on arrive à un moment où c'est une situation critique, où il y a eu un naufrage, où il y a un naufrage au moment où on arrive.
ou juste après. Et donc, où on peut être amené à finalement essayer de repêcher des corps. Et donc là, il faut aussi prendre en charge les personnes décédées. Ça, c'est pas nous, les journalistes, qui le faisons, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut aussi être prêt mentalement à affronter tout ça. Donc, on a eu, heureusement, je crois que c'était sur 2 jours, cette petite période d'entraînement pour se préparer au pire. Et aussi à porter secours à des personnes qui seraient dans l'eau, ce qui nous est arrivé. Nous, sur un des sauvetages qui était le plus critique, je pense, où des personnes sont tombées à l'eau. Et à ce moment-là, il faut réagir très très vite, parce que les sauveteurs ont pour consigne de ne pas sauter à l'eau non plus pour ne pas se mettre en danger eux aussi. C'est-à-dire que on a déjà des personnes en situation de danger, on n'a pas besoin d'en avoir 10 de plus. Donc il faut arriver à leur jeter tout de suite des gilets de sauvetage, à utiliser les bâtons pour essayer de les récupérer, etc. Et en fait, on ne peut pas savoir comment on va réagir à une situation comme ça à l'avance. C'est impossible de savoir. Là, on est entre nous, on peut se dire, bah oui, moi c'est clair tout de suite, je vais jeter. Mais en fait, sur le moment, on ne peut pas savoir. Et donc voilà, c'est des situations auxquelles il faut se préparer. Et heureusement, il y avait ce petit temps de préparation. Merci beaucoup, Nejma. On va continuer cette fois-ci sur le livre que vous avez écrit, qui est sorti en janvier 2024, si c'est bien ça. Donc on va commencer avec Inam, qui avait quelques questions à vous poser. Bonjour Nejma. Bonjour Inam. Dans votre livre, vous citez qu'une partie de l'économie en France, grâce aux travailleurs sans papier notamment, il tournait grâce aux travailleurs sans papier dans des domaines précis, comme dans la construction, dans la restauration, le nettoyage et tout. Et pensez-vous vraiment que l'économie peut s'effondrer totalement ou un peu si l'immigration diminue? Et comment l'expliqueriez-vous? Ouais, alors dans le livre, ce que j'ai constaté en fait en menant ce travail d'enquête, c'est que effectivement la présence des travailleurs sans papier dépassait largement les secteurs d'activité dits classiques. Parce qu'en fait, on sait depuis quelques années maintenant que les personnes sans papier sont très présentes dans les secteurs, tu l'as dit, du BTP, de la construction, mais aussi par exemple de la restauration. En fait, moi je me suis rendu compte que c'était un phénomène complètement globalisé et que ça touchait quasiment tous les secteurs d'activité en France, y compris l'agriculture. Ça signifie qu'aujourd'hui, quand on va acheter des fruits et légumes au marché, typiquement ici des Halles de la Paillade, en fait, ces légumes, ces fruits, peut-être qu'ils ont été cueillis, ils ont été ramassés par des personnes sans papier dans nos champs agricoles. Ça touche, tu l'as dit, le secteur de l'entretien, du ménage. Aujourd'hui, quand on prend le train, moi j'ai pris le train pour venir à Montpellier, eh bien en fait, on peut être amené à croiser la route de sans-papiers qui sont là pour déambuler dans les wagons, ramasser nos déchets avec un petit gilet où c'est écrit votre hôte 5 étoiles et qui sont là aussi pour récurer les toilettes qu'on utilise et qui sont souvent d'ailleurs maltraités ou ignorés par les usagers des trains qui ne leur disent même pas bonjour quand ils ne font pas du racisme à leur égard. Je raconte une scène d'ailleurs comme ça dans le bouquin, puisque Moussa, c'est son cas, il est agent d'entretien dans les trains de la SNCF. Ça touche aussi le soin à la personne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on confie une personne âgée de notre entourage à une aide à domicile ou une aide soignante, eh bien, cette aide à domicile, cette aide soignante, elle peut être sans papier. Ça touche l'hôpital public. Qui imagine aujourd'hui que des médecins à l'hôpital public puissent être sans papier, puissent être comme ça en situation irrégulière et elles-mêmes amenées parfois à rencontrer des patients en situation irrégulière, ne pas pouvoir leur dire qu'elles-mêmes elles sont en situation irrégulière, qu'elles sont dans les mêmes difficultés. Ça touche vraiment une pluralité de secteurs, les magasins de bricolage, et ça touche tout un tas d'employeurs, on aura peut-être l'occasion d'y revenir après, en plus des grosses entreprises, en plus des agences intérim qui participent beaucoup au recrutement des personnes sans papier, mais aussi des particuliers comme vous et moi, qui vont prendre une nounou sans papier en lui demandant aussi de faire prof de langue si la nounou parle espagnol, comme c'est le cas de Sarah, la vénézuélienne dont je raconte l'histoire dans le livre. Ça touche des citoyens qui vont acheter des choses pour leur chantier de construction, s'ils ont par exemple acheté un appartement ou une maison dans lesquels ils font des travaux et qui vont faire appel à des sans-papiers pour les aider à porter des charges lourdes à la sortie des magasins de bricolage. Vraiment, ça touche
tous les secteurs. Moi, c'est ça qui m'a frappée en faisant ce travail-là. Et du coup, ta question, j'ai perdu. Oui, est-ce que l'économie s'effondrerait ? Je pense que oui. Très clairement, aujourd'hui, si toutes ces travailleuses et tous ces travailleurs se mettaient en grève générale, c'était d'ailleurs un des slogans pendant la loi immigration, c'est dommage, ça n'a pas pris. La loi immigration qui a été votée du coup assez récemment en janvier, après des longs mois de débats vraiment nauséabonds. Il y avait un peu ce slogan, ce leitmotiv qui était tenu notamment par les collectifs de sans-papiers ou par les syndicats qui les accompagnent. Oui, je pense que l'économie s'effondrerait. Alors peut-être pas totalement, mais l'économie serait vraiment mise à mal. Ça, c'est clair. C'est clair. Il y aurait beaucoup de secteurs qui seraient impactés. Et je pense que c'est là que les Français se rendraient compte de l'importance du travail des immigrés en France. Et là, je parle que des personnes sans papier. Je ne parle même pas des personnes immigrés qui ont des papiers. Alors là, ce serait vraiment, c'est faramineux. Du coup, on peut dire que quoi qu'on puisse faire, on aura toujours besoin des immigrants en France. Oui, je pense, et pas seulement en France. D'ailleurs, on l'a vu assez récemment en Espagne, en Allemagne, il y a eu des campagnes de régularisation dites massives où il était question de régulariser les personnes qui étaient sur le territoire depuis plusieurs années, qui n'étaient pas vraiment expulsables, notamment parce que dans leur pays d'origine, elles ont des craintes de représailles, parce que le pays est à risque. Je pense par exemple à l'Irak, à l'Afghanistan, etc. Et donc qui ont lancé ces campagnes de régularisation. Je pense d'ailleurs que la France s'est inspirée de ces campagnes de régularisation de l'Espagne et de l'Allemagne pour son propre projet de loi immigration, en tout cas pour le volet sur la régularisation des travailleurs dans les métiers dits en tension. Sauf qu'après c'est parti en vrille malheureusement. Mais à la base je pense que la France s'était inspirée de ça. Et puis l'Italie. Alors là c'est vraiment l'exemple criant de ces derniers mois, avec une Giorgia Meloni qui passe son temps à critiquer les migrants, à les pointer du doigt comme étant de dangereux individus, de dangereux criminels, etc. Et qui finalement se retrouve à faire appel à plus de 400 000 personnes étrangères parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. C'est ça finalement toute l'hypocrisie, le contraste qu'on peut remarquer sur cette question. Je pense qu'il y a une volonté de la part des dirigeants européens de montrer un discours ferme sur la question de l'immigration, de dire à l'opinion publique, voilà, regardez, on fait le nécessaire pour réduire les chiffres de l'immigration, on leur rend la vie dure, on fait tout pour leur mettre des obstacles dans les roues, etc. Et puis, finalement, de l'autre côté, une forme de reconnaissance des besoins de ces personnes. Alors évidemment, il y a un volet hyper utilitariste de cette vision des choses. C'est-à-dire, on va prendre des migrants parce qu'en fait, on en a besoin, on a besoin d'une main-d'œuvre un peu corvéable à merci, qui est d'accord pour faire des métiers un peu difficiles, désertés par les Français ou par les Italiens. Et puis, une fois qu'on n'en aura plus besoin, on s'en débarrassera. C'est clair que c'est purement utilitariste, mais en tout cas, d'une certaine manière, ils reconnaissent qu'ils en ont besoin. C'est ça qui est fou, malgré tous les discours qu'ils peuvent tenir en parallèle. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais juste revenir sur un truc que vous avez dit. Vous parlez du fait qu'il y avait eu des appels à la grève, c'est ça, lors de la loi immigration. Mais après, j'imagine que quand on a un sans-papier, prendre la décision de faire grève, c'est prendre un risque, j'imagine. C'est s'exposer à la lumière, c'est se revendiquer sans papier, se revendiquer dans tel mouvement et surtout revendiquer des droits, mais ouvertement. Complètement. C'est aussi pour ça, je pense que les syndicats aujourd'hui ont du mal à attirer les travailleurs sans papier dans leurs troupes, en fait, parce que de les faire syndiquer, je veux dire. Oui, ouais. Parce que c'est une énorme prise de risque pour ces travailleuses et ces travailleurs. C'est effectivement reconnaître qu'ils et elles sont sans papier, donc en situation irrégulière en France, et qu'elles occupent un poste du coup de manière un peu irrégulière. Et effectivement, c'est une énorme prise de risque. Est-ce que c'est une prise de risque pour les syndicats aussi ? Non, pas tellement. Pour les syndicats, non. Et justement, c'est pour ça que les syndicats, quand ils voient qu'il y a une situation de crise importante, ils sont là pour tenter d'accompagner les travailleuses et les travailleurs concernés. Okay. Et généralement, les travailleuses et les travailleurs concernés
finalement, ils s'expriment, ils osent s'exprimer quand il y a une situation de crise. On pense par exemple aux femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, à Rachel Keke, qui a depuis été élue députée. Mais on pense aussi à un cas plus récent, du coup, qui s'inscrit vraiment dans l'actualité, c'est les JO 2024, où il y a aussi tout un contingent de travailleurs sans papier qui sont exploités par des grands groupes, des grandes entreprises. Je pense à Bouygues Immobilier, et où il y a eu des actions, vraiment des actions coup de poing qui ont été menées notamment à l'automne dernier, je crois que c'était en octobre-novembre, où il y a eu des mouvements de grève sur les chantiers de construction pour les infrastructures des JO 2024, mais avec le soutien des syndicats, évidemment, et avec ces travailleurs donc, qui étaient concernés par cette forme d'exploitation, et où vraiment ils ont dit, bon bah aujourd'hui le chantier il est à l'arrêt. Vous nous appelez le responsable de Bouygues Immobilier, vous nous appelez quelqu'un de la préfecture, on négocie. Sinon, le chantier, il ne reprend pas. Et ça a marché. Ça a marché sur l'un des chantiers, notamment, j'avais écrit un papier d'ailleurs dans Mediapart, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs heures de négociations, le chantier était à l'arrêt. Il y a eu plusieurs heures de négociations avec un responsable de Bouygues Immobilier, avec un représentant de la préfecture concernée et avec les travailleurs sans papier et les syndicats qui les accompagnaient. Et finalement, ils ont eu gain de cause pour leur régularisation. Donc parfois, on voit que ça fonctionne. Mais évidemment, c'est difficile d'en arriver là, parce que pour toutes les raisons que tu as évoquées. Okay. Toujours sur l'idée du législatif et notamment de la loi immigration, Halima, je pense que tu voulais en parler un peu plus. Oui, du coup, vous en avez parlé beaucoup, du coup, concernant Moussa, concernant Sarah, qui est femme de chambre et qui a subi beaucoup d'injustices aussi concernant le fait que ce soit des métiers entre guillemets de l'ombre qui ne soient pas bien respectés et que les personnes du coup profitent de ces personnes sans papier là pour pouvoir utiliser de leur énergie, etc. Mais du coup, selon vous, la nouvelle loi d'immigration dont vous avez parlé un peu plus tôt, qui a été appliquée début 2024, peut-elle affecter grandement leur situation actuelle ou à l'avenir? Est-ce que vous pensez que ça compliquera davantage ces personnes qui sont sans papier, sans titre de séjour ou même, voire même au QTF, c'est-à-dire avec l'obligation de quitter le territoire français? Oui, c'est sûr, parce qu'en fait, la loi Darmanin, donc, qui a été promulguée effectivement fin janvier, elle comporte un volet répressif très important. Au départ, elle avait pour ambition, d'après Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de concilier humanité et fermeté. Bon, on a du mal à imaginer finalement comment associer ces deux notions sur la question de l'immigration en plus. Et le seul volet humaniste de la loi, c'était la question de la régularisation des travailleurs sans papier qui travaillaient dans les métiers en tension, dont la liste, parce qu'il existe une liste pour les métiers en tension, doit encore être révisée. Aujourd'hui, il y a plein de métiers qui pourraient être en tension et qui ne sont pas encore dans cette liste, mais qui le seront peut-être. C'est le cas de la restauration, par exemple. On a du mal à imaginer que la restauration ne soit pas aujourd'hui dans les métiers en tension. Et puis avec des critères, avec certains critères à respecter. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un contrat en CDI depuis quelques années pour pouvoir prétendre à déposer une demande de régularisation qui, au final, n'a pas l'obligation d'être acceptée, en réalité, parce que ça reste à la discrétion du préfet. Initialement, l'idée, c'était de créer ce qu'ils ont appelé un droit opposable à la régularisation, en l'inscrivant dans la loi. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est une circulaire. Donc la circulaire, ça reste, je l'ai dit, à la discrétion et à la libre appréciation. C'est-à-dire que chaque préfecture fait comme elle veut, en fait. Et c'est la circulaire Valls, qui date de 2012, qui est venue, à l'époque, reconnaître l'existence de ces travailleurs de l'ombre, et donc permettre la régularisation de ces travailleurs, là aussi, sous un certain nombre de critères. Et donc il y avait la régularisation par le travail, mais aussi par la vie familiale, etc. Là, l'idée, c'était de l'inscrire dans la loi, donc de créer un droit opposable à la régularisation, et en fait, ça a complètement sauté. Au fur et à mesure des débats au Parlement, ça a complètement sauté, notamment parce que la droite et l'extrême droite étaient vent debout contre cette idée, et on réussit finalement, dans le texte de loi, à inscrire la notion d'exceptionnalité. C'est-à-dire que c'est uniquement dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion de chaque préfet,
que les personnes évoluant dans les métiers en tension, en respectant tout un tas de critères, pourront déposer une demande de régularisation. Donc déjà, le seul enjeu, disons, humaniste de la loi a disparu. Ce qui a été, je pense, pour les travailleurs sans papier, et Moussa en parle d'ailleurs assez bien dans le livre, parce qu'il a suivi les débats autour de la loi. Pour lui, cette question de la régularisation était un gros enjeu. Ça a été une véritable claque. Pour les collectifs de sans-papiers, pour les travailleurs sans-papiers qui ne font pas forcément partie de collectifs, pour les syndicats, pour les associations d'aide aux étrangers, ça a été une claque, parce qu'il ne reste finalement que le volet répressif. Et puis, tu en as parlé, la loi, elle va permettre d'accentuer la délivrance d'OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, pour les personnes justement qui seraient en situation irrégulière en France et que l'État souhaiterait éloigner, donc renvoyer vers leur pays d'origine. Dans le livre, il y a au moins 3 personnes qui sont concernées par l'OQTF. On voit combien ce mot, ces 4 lettres peuvent être un véritable chamboulement. En fait, ça chamboule totalement leur quotidien. C'est des personnes qui font tout pour mener une vie tranquille en France, qui ont conscientisé le fait d'être mal perçus finalement, d'être perçus comme des dangereux délinquants, ce qu'on a beaucoup entendu d'ailleurs dans la bouche de Gérald Darmanin ces 2 dernières années, et qui du coup font vraiment leur maximum pour rester dans le cadre de la loi, pour être dans les clous, pour ne pas se faire remarquer. Donc c'est des personnes qui travaillent discrètement, mais qui travaillent beaucoup dans l'ombre, qui parfois ont une vie de famille, ont des enfants scolarisés, donc vont les emmener le matin à l'école, qui vont consommer, puisque de fait elles achètent aussi leurs courses pour pouvoir manger. C'est des personnes qui évidemment socialisent moins que vous et moi, parce qu'elles ont malheureusement peur d'être contrôlées dans la rue, donc la moindre sortie peut finalement faire basculer leur vie, parce que si elles se font contrôler dehors, interpellées, emmenées en CRA, en centre de rétention administrative, et ensuite expulsées, c'est la fin. Donc c'est des personnes qui de fait socialisent moins, et c'est aussi pour ça que c'est dommage de ne pas les régulariser. Parce que c'est des personnes qui, du coup, si elles obtiennent des papiers, vont davantage consommer, davantage sortir, elles vont cotiser aussi, et donc encore plus participer à l'effort collectif national, disons. Donc il y a une forme d'hypocrisie là-dessus. Donc la loi, non, ne va certainement pas arranger leur cas, malheureusement. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage, ouais, parce qu'on répond pas... C'est un véritable problème de société, et quand je dis problème, c'est pas dans le sens péjoratif. C'est un enjeu national, et c'est dommage de finalement l'avoir balayé d'un revers de la main comme ça, sans prendre le phénomène à bras-le-corps et se dire ce qu'il faut en fait c'est régulariser, c'est permettre à ces personnes qui encore une fois ne font rien de mal, mènent une vie tranquille, de vivre normalement en France. De toute façon, elles sont déjà insérées dans la société française. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes qui vivent ici comme vous et moi. Donc c'est un peu stupide de ne pas leur permettre l'intégration que l'État attend d'elles dans les meilleures conditions. Finalement, l'intégration, elles sont obligées de l'arracher à bout de force, malgré tous les obstacles qu'elles trouvent sur leur chemin. Ça, c'est un peu hypocrite, je trouve. Et justement, c'est ce que j'allais dire de ce qu'on comprend dans ce que vous dites et dans votre livre, c'est que l'enjeu n'est pas que positif pour les personnes qui le demandent, mais également pour l'État, que ce soit politiquement et économiquement. D'ailleurs, Samir en parlait tout à l'heure sur l'impact économique des personnes qui sont en demande de régularisation. C'est ça, au début du premier chapitre. Dans le premier chapitre de votre livre, vous avancez que le manque à gagner causé par la non-régularisation des travailleurs sans papier se chiffrerait à... Pourrait atteindre de 5 à 6 milliards. Donc voilà, 5 à 6 milliards de manque à gagner pour la sécurité sociale et l'assurance chômage. Et en fait c'est un argument que personnellement je trouve intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'un des rares qui soit vraiment susceptible de convaincre l'opinion publique, les hommes politiques, quelques hommes politiques en tout cas, d'œuvrer pour la régularisation des sans-papiers, quoi. En tout cas un peu plus que l'appel à l'humanisme, tout simplement. Exactement. Et aux valeurs de la France. Tout à fait. C'est vrai que si on laisse de côté tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui reste finalement ? Il reste l'économie, il reste le côté financier, il reste l'argent, quoi. C'est ça.
Et ce qui est intéressant, alors j'ai vraiment pendant des mois essayé de trouver un chiffre précis de ce manque à gagner que je n'ai pas trouvé, même en contactant d'éminents chercheurs qui bossent sur la question, même en contactant des personnes, des sources qui bossent au sein des ministères, notamment économie, travail. Vraiment, j'ai réveillé plein de sources, personne n'avait l'info. Les chercheurs me disent, en fait, c'est un angle mort de la recherche. Je trouve que c'est déjà pas anodin, c'est déjà révélateur. Pourquoi il y a un angle mort de la recherche sur ce sujet-là en particulier? C'est vrai que c'est difficile à chiffrer. Parce que déjà, on parle d'un monde invisible, d'une part. D'autre part, il y a différentes formes de travailler quand on est sans papier. Il y a toutes les personnes qui travaillent au noir, entre guillemets, donc sans être déclarées. Il y a toutes les personnes qui bossent en étant déclarées alors qu'elles n'ont pas de papier français. C'est le cas de Yao dans le bouquin, qui bosse dans un magasin, un supermarché Super U, pas très loin d'Avignon, qui travaille en CDI, qui est déclaré, mais qui n'a pas de papier français. Et ça se passe comment dans les cas comme ça? Ça se passe que l'entreprise, en tout cas là, son employeur Super U, le déclare. Donc officiellement, il est censé cotiser, etc., sauf qu'il n'a pas de papier. Oui. Donc il ne perçoit pas les droits auxquels il devrait pouvoir prétendre, alors qu'il déclare. Par contre, le jour où il va vouloir donc il n'a pas de chômage, pas de sécurité sociale, rien. Exactement. Donc, Exactement. Du travail dans le vide, quoi. Exactement. Ça veut dire qu'il est en dehors des clous du droit du travail et que si demain il lui arrive quoi que ce soit, il n'a pas de droit. Alors qu'il arrange bien le magasin Super U en question, qui avait du mal à recruter et qui est très content de son travail par ailleurs. Et puis, il y a toutes les personnes qui bossent en utilisant un faux titre. Ça, c'est aussi une option. Soit un faux titre de séjour, soit une fausse carte d'identité française qui s'achète au marché noir pour environ 300 à 400 euros. À Paris, il y a des boutiques qui sont spécialisées là-dedans. Les autorités le savent et laissent faire. Ça montre bien aussi que... Quoi ? Bah oui, ça montre bien que ça arrange l'État, en fait, cette main-d'œuvre corvéable à merci. Si demain, ils voulaient mettre fin au travail des sans-papiers, ils pourraient le faire. Mais ça arrange bien l'État parce que ça arrange bien les grosses entreprises qui du coup, font des économies comme ça, restent en France. Ça participe aussi de l'attractivité de la France sur le plan économique. Et enfin, il y a toutes les personnes qui travaillent sous alias en empruntant, là c'est encore un autre cas de figure, le titre de séjour d'un autre ou d'une autre, et qui donc ne cotisent pas pour elles-mêmes, mais cotisent pour l'autre personne. Par exemple, toi, tu vas me prêter ton titre de séjour, je vais bosser à ta place, je vais pas cotiser pour moi, je vais cotiser en ton nom. Et donc, pareil, même si je veux un jour régulariser ma situation, il faut que j'arrive à prouver qu'en fait, c'est pas toi qui étais sur le lieu de travail, c'était moi. Donc, il faut avoir des preuves de ça, c'est pas toujours évident. On se prend pas en photo au boulot, par exemple, tous les jours. Ça, c'est encore une autre procédure. Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, j'ai pas trouvé de chiffres. La recherche me dit, angle mort. Nous, on n'a pas d'études scientifiques là-dessus. Le ministère du Travail comme le ministère de l'Intérieur ne répondent pas. Officiellement, je veux dire. Parce qu'après, moi, j'ai essayé d'agiter aussi des sources moins officielles. Mais ne répondent pas sur la question. Et je trouve que c'est pas anodin. Peut-être que ce chiffre existe et qu'il sortira un jour à travers un rapport qui aura été caché pendant X années. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, on est parti sur une estimation avec un économiste, un chercheur qui est super, qui fait partie aussi du GISTI, le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, qui s'appelle Antoine Matt, et qui, effectivement, explique que c'est à peu près 4 à 5 milliards de manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale, pour les caisses de l'État. L'État accepte de perdre cet argent, je le disais tout à l'heure, parce que ça arrange aussi toutes les grosses entreprises qui en profitent. On peut citer la SNCF, je le disais tout à l'heure, Bouygues Immobilier et beaucoup d'autres qui, d'une certaine manière, se défaussent de leurs responsabilités, souvent en passant par des agences intérim. J'en parlais tout à l'heure, elles ont un rôle très très important dans le recrutement des personnes sans papier aujourd'hui en France. Agences intérim qui elles-mêmes parfois poussent les travailleurs sans papier qui se présentent à elles à emprunter le titre d'un autre ou à aller acheter un faux titre dans les boutiques dont je parlais tout à l'heure. Et donc les grosses entreprises, le jour où on leur met le problème sous le nez, disent « Ah mais non, mais moi, je n'ai pas embauché de sans-papier, je ne suis pas au courant, c'est l'agence intérim
qui gère ça. Moi, je ne gère pas ça. Alors qu'elle est parfaitement au courant. Et les agences intérim, elles répondent quoi quand on va aller voir elles? Les agences intérim, il y en a qui assument, Ok. qui disent nous, on a du mal à recruter de toute façon. Ouais. Donc, il nous faut des travailleurs. Et ben, on prend les travailleurs qui se présentent à nous. Et il y en a d'autres qui jouent aussi la carte de l'hypocrisie. C'est-à-dire que le jour où les travailleurs sans papier vont aller se plaindre de leurs conditions de travail, d'heures qui n'ont pas été rémunérées, et ben elles vont les gerter pour passer au suivant, parce qu'il y a toujours une liste d'attente, évidemment. Ouais. Nejma, On est un peu dans une impasse, quoi. je pense qu'on va devoir un peu accélérer le temps. Le temps passe très vite. On va rebondir sur la place de l'État justement dans la régularisation des personnes, dans le côté administratif des choses. Au chapitre 4, à travers le témoignage de Hajer, qui est médecin tunisienne et qui à un moment donné a été sans papier dû à la lenteur de l'administration et de la préfecture. Vous dites dans votre livre « L'administration française aura créé une sans-papier de toutes pièces ». Et vous pointez notamment la lenteur, voire l'absence de réponse des préfectures, l'incompétence des salariés, qui sont parfois assez inhumains dans leurs propos, et leur réaction face à ces personnes sans papier, et comme le cite Hajer, et la dématérialisation générale des procédures administratives qui sont en réalité inefficaces. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous analysez ce dysfonctionnement. C'est très simple, c'est une fabrique de sans-papiers. C'est-à-dire que l'État français, aujourd'hui, fabrique ses propres sans-papiers. Alors que dans le même temps, il criminalise les fameux clandestins, les personnes qui sont en situation dite irrégulière, les ESI, les autorités, ils les appellent comme ça, étrangers en situation irrégulière. Dans le jargon, la police aux frontières, etc., les appellent comme ça. Effectivement, le cas de Hajer, il est hyper intéressant parce que, je le disais tout à l'heure, c'est quand même étonnant que des médecins aujourd'hui travaillant à l'hôpital public en France puissent être en situation irrégulière pendant des mois. Elle est restée en situation irrégulière pendant 8 mois, c'est énorme. Et elle faisait l'objet en plus d'une OQTF sans le savoir. C'est-à-dire qu'elle a bataillé pour tenter d'établir un contact avec la préfecture. Elle n'y arrivait pas à cause de la dématérialisation. La dématérialisation, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est le tout en ligne, tout sur Internet. C'était censé faciliter les démarches des usagers étrangers. En réalité, aujourd'hui, ça les complique plus qu'autre chose selon de nombreux témoignages, y compris d'avocats, d'associations d'aide aux étrangers. Et le cas de Hajer, en fait, il n'est pas unique. Il est extrêmement fort parce que c'est la première fois qu'on a un témoignage d'un médecin à l'hôpital public qui se retrouve sous OQTF et a travaillé pendant 8 mois en situation irrégulière. C'est fou. Y a des médecins qui aujourd'hui prennent la parole pour dire « Moi, mon titre, il périme, il expire dans 2 mois ou le mois prochain, je ne sais pas comment faire, etc. » Mais on n'a pas encore eu de témoignage de médecins qui vraiment a basculé dans l'irrégularité tout en bossant à l'hôpital. Donc de ce point de vue-là, il est très fort. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans cette situation. Je cite aussi le cas dans le bouquin d'une AESH, donc ces personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires, qui, elle, donc, était dans le Val-de-Marne, dans le 94, en région parisienne, et qui, elle aussi, s'est retrouvée en situation irrégulière, plus au QTF, alors, à cause des lenteurs, finalement, de la préfecture elle-même. C'est ça qui est fou. Et alors qu'elle travaillait encore au sein des établissements dans lesquels elle travaillait. Et vraiment, ces cas ne sont pas isolés. Là aussi, il n'y a pas encore eu de travail permettant d'avoir un chiffre précis, parce qu'il faudrait que toutes les associations, mais aussi tous les collectifs d'aide aux étrangers qui ne sont pas forcément sous la forme d'une association aujourd'hui en France, rassemblent leurs données, fassent un recensement finalement et rassemblent leurs données pour qu'on ait une idée précise. Mais beaucoup d'associations disent que c'est des milliers de personnes qui seraient concernées chaque année, qui seraient rendues à l'état de sans-papier par l'État lui-même. Alors après, évidemment, il y a un manque de moyens, notamment humains, au sein des préfectures. Moi, je connais des agents qui acceptent de parler un peu en off et qui se plaignent du fait qu'ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir traiter tous les dossiers qu'ils ont. Ils ont des piles de dossiers à traiter. Mais là, c'est aussi un manque de volonté de l'État, parce que l'État peut aussi choisir d'investir des moyens, notamment humains, dans les préfectures pour permettre d'accélérer le traitement des procédures. C'était d'ailleurs ce que Gérald Darmanin, à ma grande surprise, l'a reconnu au moment des débats sur la loi immigration au Parlement. Il a reconnu que l'État fabriquait des sans-papiers, il a reconnu qu'il fallait investir davantage de moyens là-dedans.
mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Et il faut souligner que c'est pas que pour le renouvellement des titres de séjour, ça concerne aussi le regroupement familial aujourd'hui, des personnes qui attendent pendant des années de pouvoir voir leur mari, leur femme, leurs enfants les rejoindre sur le territoire français alors que c'est un droit fondamental. Ça concerne les démarches de la naturalisation aussi, qui prennent en moyenne maintenant 3 à 4 ans. Évidemment, ça dépend des préfectures. Il y a des préfectures qui sont plus rapides que d'autres. Mais en moyenne, c'est 3 à 4 ans au moment où on dépose le dossier et au moment où on accède à la nationalité française si on a réussi tout le parcours. Donc ça implique beaucoup, cette dématérialisation, ça a beaucoup d'effets sur le quotidien des personnes étrangères, de manière générale, pas que des sans-papiers. D'ailleurs, dans votre livre, on voit qu'en dehors des difficultés avec l'État, ces personnes-là trouvent des difficultés auprès des personnes lambda, comme nous tous. Naël, d'ailleurs, mettait en avant les bailleurs qui profitaient quelquefois de leur situation. Et oui, donc du coup, on a parlé de l'emploi, mais aussi au niveau du logement, ça peut être compliqué. Dans un passage, vous en parlez de la situation de certains sans-papiers qui sont à la merci de leur bailleur, avec par exemple l'exemple d'une femme avec son mari qui a pour employeur son bailleur et qui du coup se ponctionnait directement son loyer sur le salaire de la dame. Et donc par rapport à ça, moi je me souviens d'avoir un peu été choqué par la situation. Et si on nous le dit pas, on peut pas se rendre compte que ça arrive en ce moment même. On peut se dire que c'était des trucs qui arrivaient avant et puis de nos jours. Donc moi, j'aimerais savoir, pour vous qui avez été pas mal confrontés, est-ce que vous continuez d'être choqués? Est-ce que d'une certaine manière, vous y êtes habitués? Pour la question du logement, tu veux dire? Pour la question du logement. Oui, alors, en fait, moi, je suis amenée à entendre beaucoup de récits et de témoignages là-dessus. Parce que couvrant les migrations à Mediapart, forcément, je rencontre beaucoup de personnes étrangères et sans papier dans le cadre de mon travail. Effectivement, dans le livre, pour moi, ça me paraissait essentiel d'évoquer la question du logement, parce qu'en fait, quand on n'a pas de logement, on ne peut pas se construire. Finalement, le logement, c'est un peu le nerf de la guerre, peut-être même avant le travail. Parce que comment veux-tu travailler si tu n'as pas de logement? Toutes les personnes qui sont aujourd'hui en situation de sans-abrisme en France, par définition, elles peuvent difficilement travailler. Il y en a qui y arrivent, mais c'est très compliqué. Parce qu'avant d'aller travailler, il faut avoir fait une bonne nuit, il faut pouvoir prendre un petit déjeuner, il faut pouvoir se doucher, il faut pouvoir s'habiller, et il faut ensuite pouvoir se rendre sur son lieu de travail, et le soir, rebelote, rentrer, se mettre au chaud, prendre un repas et se mettre au lit. Donc c'est finalement le nerf de la guerre. Ça me paraissait essentiel de l'évoquer. En plus, parce qu'il y a à peu près 9 personnes dont je raconte l'histoire dans le livre, 10 si on rajoute le patron qui leur veut du bien. Et en fait, toutes m'ont parlé de la problématique de la recherche du logement en France. Aujourd'hui, quand on est sans papier, par définition, je l'ai dit tout à l'heure, on est invisible. Et donc, pour trouver un logement, ça veut dire qu'il faut arriver à convaincre un bailleur de nous louer un appartement un peu en contournant les règles. Et évidemment, c'est pas simple. Pour le cas des agriculteurs, parce qu'il y a l'histoire aussi d'agriculteurs venus du Maroc dans le bouquin qui se font exploiter pour le coup pour quelques euros de l'heure. Et en fait, je me suis rendu compte que leurs conditions de vie étaient absolument dramatiques. C'est-à-dire qu'ils étaient hébergés à 6 dans une toute petite chambre dans un bâtiment qui n'était même pas, dont la construction n'était même pas achevée. Ils dormaient même pas sur des lits, mais des sortes de lits de camp collés les uns aux autres. Pourtant, il y avait une autre chambre à côté qui était fermée tout le temps à clé, qu'ils auraient pu faire le choix, quand je dis ils, le patron bien sûr, d'ouvrir pour pouvoir au moins en mettre 3 par chambre. Et puis, interdiction de sortir. Ça veut dire qu'ils vivaient sur leur lieu de travail, vraiment à proximité immédiate des champs agricoles dans lesquels ils bossaient. Et interdiction de sortir, sauf le samedi, pour pouvoir aller faire des courses accompagnés de l'un des patrons. Et impossibilité d'aller se soigner, d'aller chez le médecin. Et finalement, ces conditions de vie, de logement, elles ont été très très difficiles pour eux à vivre jusqu'au moment où ils sont partis. Mais ça a été très très compliqué pour eux à vivre parce qu'ils ont eu le sentiment d'être traités comme des animaux. D'ailleurs, il m'avait dit ça, il m'avait dit même des animaux, je pense qu'on les aurait pas parqués comme ça dans une toute petite pièce.
sauf peut-être les poules en cage, quoi. C'est un peu cette image-là. C'est très, très dégradant. Il y a le cas aussi de Sabine, qui, elle, aide à domicile. Donc, elle se rend en région parisienne, chez les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap qui ont besoin un peu d'aide au quotidien chez elle. Et elle, typiquement, c'est pareil, elle a dû, à l'époque où elle cherchait un logement, convaincre une jeune femme qui, elle, était locataire de son appartement dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et donc, cette femme qui était locataire de son logement a accepté de la prendre un peu en colocation, puisqu'elle avait d'autres chambres dans l'appartement. Et en fait, elle a tellement profité de la situation que la locataire initiale des lieux a fini par partir s'installer chez quelqu'un d'autre, chez son compagnon en l'occurrence, et a laissé l'appartement à Sabine, qui loue d'autres chambres en fait à d'autres personnes sans papier. Et c'est la locataire qui récupère l'argent, et évidemment ça dépasse le montant du loyer que la locataire paye au propriétaire. Et tout ça, bon, le propriétaire ne le sait pas, mais c'est finalement la locataire qui profite de la situation de sa coloc sans papier. Et c'est ça qui est fou. Nejma, merci. Je pense qu'on va devoir passer au reste des questions et au reste de l'échange. Merci pour ces petits récits et pour votre témoignage sur votre propre livre qui est sorti en janvier, 2 € de l'heure, la face cachée de l'intégration à la française. On va passer directement, encore une fois, à votre parcours et à vos engagements. Samir était très intéressé d'en savoir un peu plus et de détailler sur le sujet. Ah, du moins, c'est ce que je croyais, hein. Bon, c'est pas grave. Oui, non, c'était... oui, non, bah, en fait, c'était juste... ouais, voilà, d'où ça part tout ça. Parce que parce qu'il y a être engagé et être engagé. Il y a être sensible à une cause, celle des sans-papiers, et il y a aussi être sensible jusqu'à y dédier une grande partie de sa carrière, quoi. Écrire un livre, écrire des articles, voire se rendre sur place sur des bateaux. Donc d'où ça part, quelle a été la motivation? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment, quelque chose dans votre parcours qui a fait que vous en êtes là, qui a fait que j'ai une sensibilité pour ces sujets? C'est ça, voilà. Alors déjà, ce que je veux dire, c'est qu'en premier lieu, il y a une passion. La passion, c'est celle du journalisme. J'adore mon métier, j'adore faire du terrain. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que à l'époque où j'étais encore pigiste, je travaillais sur différents sujets, si je puis dire, et les migrations en ont fait partie assez vite. J'ai fait par exemple des reportages en Algérie, à Oran, dans ma ville d'origine, sur le phénomène des harragas, donc ceux qui traversent à bord de petites barques. Aujourd'hui, ça s'est transformé en business, donc c'est des bateaux parfois un peu plus élaborés. Mais à l'époque, c'était des petites barques qu'on appelle flouka dans le dialecte local, qui étaient soit parfois volées à des pêcheurs, soit qui étaient rachetées, c'est-à-dire que des jeunes se cotisaient pour acheter ensemble, ils étaient 4, 5, ils achetaient ensemble une petite barque, et puis ça leur permettait ils achetaient l'essence qu'il fallait, et puis ça leur permettait de faire la traversée jusque dans le sud de l'Espagne. J'ai fait des reportages comme ça, et je me suis vite rendu compte qu'effectivement j'avais une sensibilité pour le sujet des migrations. Je dois dire aussi que j'y étais déjà un peu sensible, parce que j'ai évoqué Oran. Oran, j'y ai passé toutes mes vacances d'été quand j'étais petite. On y allait 3 fois par an. Mon père, il avait ce lien très très fort avec Oran, donc il nous emmenait tout le temps. Et en fait, il y avait une plage où on passait tous nos étés. Cette plage, en fait, s'est transformée dans les années 90-2000, surtout 2000, en plage de départ, pour les harragas, justement. Et donc, on voyait petit à petit plein de jeunes du quartier, du coin, qui disparaissaient du jour au lendemain parce qu'ils avaient pris la mer, soit ils avaient réussi, soit malheureusement ils étaient morts en route. Moi, le frère le meilleur ami de mon frère a fait la traversée, et lui, il a réussi, il est aujourd'hui encore en Espagne, il s'est marié là-bas, etc. Il a construit sa vie là-bas. J'ai des amis d'enfance qui sont devenus passeurs. Vraiment, je les ai vus évoluer petit à petit aussi par
par souci financier, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à trouver du boulot autrement, et ça c'était un peu le choix de facilité, un peu comme le trafic de drogue, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent très vite, et donc j'ai des amis d'enfance qui sont devenus passeurs, donc j'avais une forme de sensibilité pour ces sujets-là. Et quand donc j'ai commencé le journalisme, je te dis, j'ai fait des reportages comme ça, pas qu'en Algérie d'ailleurs, je suis partie en Angleterre aussi pour rencontrer les migrants qui s'étaient installés là-bas. J'ai fait des reportages au Luxembourg sur les étudiants qui avaient migré là-bas, qui n'avaient pas choisi la France mais plutôt le Luxembourg parce qu'en France il y avait beaucoup de discrimination et ils avaient essayé de fuir ça. Voilà, j'ai fait petit à petit mon petit bout de chemin. Et puis Mediapart avait besoin de plus en plus de piges sur ces sujets-là, donc c'est plutôt bien tombé. À l'époque, c'était Mathilde Mathieu qui était à cette rubrique, mais elle n'avait pas beaucoup le temps d'écrire parce qu'elle était entre-temps passée chef du pôle société. Forcément, ça laisse pas beaucoup de temps pour écrire. Donc il y avait un besoin aussi chez Mediapart sur ces questions-là. Mediapart, il faut dire que c'est un journal engagé, qu'on revendique. On revendique totalement ce côté engagé du journal. Et la rubrique des migrations, le sujet des migrations a toujours pris une part importante. Ouais. En parlant justement des engagements, c'est bien pour rebondir sur la question suivante de... Dans quelle mesure pensez-vous que journalisme et engagement politique doivent aller de pair en fait ? Est-ce que pour vous ce sont deux choses qui doivent être liées, ou bien en tant que journaliste c'est bien de garder une certaine distance ? Oui, alors pour moi le journalisme et l'engagement politique, pour moi ça va pas de pair. Okay. Parce que ça dépend ce que tu entends par engagement politique. Pour moi, l'engagement politique, c'est s'impliquer dans la vie politique, c'est peut-être avoir un mandat d'élu, c'est peut-être... Le journalisme avec un point de vue politique fort, je dirais. D'accord. Plus dans ce sens-là. Ouais, le journalisme avec un engagement. C'est-à-dire le journalisme avec un engagement, voilà. Ce qu'a réussi à créer à l'époque Edoui Plenel et les cofondateurs de Mediapart, et qu'on essaye de perpétuer aujourd'hui. Là oui, je pense que c'est essentiel. Parce que cette idée selon laquelle le journalisme nécessiterait de la neutralité, pour moi, n'existe pas. C'est généralement l'un des arguments principaux avancés par les détracteurs de Mediapart. Oui, et pas que de Mediapart d'ailleurs, pas que de Mediapart, mais oui, bien sûr. Oui, effectivement. En réalité, je suis désolée, mais quand on choisit, et vous aussi, vous êtes ici reporter, vous choisissez des sujets, j'imagine, à traiter. Oui. Tout au long de votre et comment les traiter ici. aussi. Mais à partir du moment où vous choisissez un sujet à traiter, c'est que déjà il y a un biais. Oui. Vous choisissez ce sujet peut-être parce que vous avez justement une sensibilité, peut-être parce que vous avez un parcours, ce sujet-là vous parle. Ensuite, vous choisissez un angle, c'est-à-dire la manière dont vous allez le traiter, la manière dont vous allez raconter ce sujet. Là aussi, il y a de la subjectivité. On peut plus parler de neutralité ou d'objectivité. Donc pour moi, le journalisme de la neutralité n'existe pas, sauf peut-être dans une agence de presse, type l'AFP, agence de presse, ou peut-être les chaînes d'infos en continu. Je ne citerai pas BFM ni CNews. Non, mais la chaîne parlementaire, Info, par exemple. Ouais, LCP, la chaîne parlementaire, Public Sénat, France Info, ce genre de choses. Public Sénat. Même si Public Sénat, après les attaques du Hamas le 7 octobre, à un moment donné, ils ont... Ah oui, il y a eu un truc bizarre, bon. À un moment donné, je pense à une interview en particulier où le présentateur était particulièrement virulent, j'ai pas compris. Et c'était sur Public Sénat ? Ouais, il me semble. Okay, ouais, j'essaierai de te retrouver le lien. Okay. Et puis si je me suis trompée, vous rectifierez. Ou vous mettrez en lien le truc. Mais non, mais France Info, par exemple, oui, là, on peut attendre de la neutralité. Mais nous, en tant que journal indépendant, avec là aussi des rubriques, ne serait-ce que par le choix de nos rubriques, il y a une forme d'engagement. Ça démontre une forme d'engagement. Nejma, justement, à travers Mediapart, Inam avait des questions sur vos projets d'avenir. Vous avez évoqué plusieurs fois le mot immigration. Si on pouvait changer le titre du livre, peut-être on l'aurait appelé immigrant. Si je ne me trompe pas, c'est le sujet même du livre. Avez-vous d'autres problématiques à traiter à l'avenir à part l'immigration ? Pour des livres ou pour... Pour des livres ou personnels, dans tout.
Alors, à Mediapart, moi, je vais continuer à traiter ces sujets parce que pour l'instant, ça fait à plein temps 3 ans et demi. Je trouve que c'est pas encore assez. Enfin, je m'en suis pas encore lassée, justement. Et c'est très bien. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter le jour où on sent une forme de lassitude, où on sent qu'on a fait le tour, en fait, de tous ces sujets et on n'a plus rien de spécial à en dire, en fait. Et on tourne un peu en rond et même sur le plan de l'écriture journalistique, ça se ressent. Là, ça devient dommageable à la fois pour le journaliste et pour le lecteur, je pense. Donc j'arrêterai le jour où j'aurai senti que j'en ai fait le tour. C'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, je vais continuer. J'apprends encore plein de choses, donc ça c'est super. C'est ça qui est beau aussi dans notre métier. Et après, pour les livres, franchement, ça a été un gros boulot celui-là. Donc là, je vais faire une petite pause. Mais ouais, non, j'aimerais bien en écrire d'autres. Et peut-être que le prochain que j'écrirai, on verra, sera sur les passeurs. Parce que je trouve que c'est une question intéressante. Ils sont eux aussi beaucoup pointés du doigt par nos politiques, par les dirigeants politiques, qui en réalité ont eux-mêmes une responsabilité en refusant d'ouvrir des voies légales. Forcément, ils encouragent le business et les réseaux de passeurs, hein, c'est évident, parce que les migrants n'ont plus que ça, finalement, comme solution pour pouvoir migrer. Et en réalité, les petits passeurs, c'est-à-dire ceux qui font vraiment le sale boulot sur le terrain, etc., c'est souvent des gens en situation de vulnérabilité ou de précarité aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Capitaine, très très beau film sur les migrations, et vraiment les migrations, pas l'immigration. Et on voit bien comment un jeune se retrouve à faire le passeur, à en tout cas conduire une embarcation alors qu'il ne savait absolument pas naviguer avant de faire la traversée. Il aurait pu parfaitement être arrêté, ça on ne le montre pas à la fin du film. On va spoiler personne, mais en tout cas on ne montre pas ce qui se passe. Mais ça arrive que des conducteurs de bateaux qui initialement étaient des migrants comme les autres soient arrêtés à l'issue de la traversée et ensuite poursuivis en justice, alors que c'est pas eux les têtes de réseau. C'est pas eux les plus dangereux et qui se font des millions d'euros sur le dos des exilés qui tentent la traversée. C'est les têtes de réseau. Et les têtes de réseau, en réalité, nos dirigeants, ils n'arrivent pas à les atteindre. Donc il y a une forme d'hypocrisie aussi à vouloir pointer du doigt les passeurs. J'aimerais bien peut-être faire un travail là-dessus. D'accord. En parlant de projets futurs, vous êtes à Mediapart, ça fait déjà 3-4 ans. Ouais. Voyez-vous votre futur autre part qu'à Mediapart ? Pour l'instant, non, parce que je m'y sens bien. Vraiment, je m'éclate dans ce que je fais et c'est hyper enrichissant. Et en plus, Mediapart, c'est un peu une famille. Il y a des problèmes comme partout, hein, je pense. Il y a des choses à améliorer comme partout. Mais ça reste une aventure formidable. C'est un des rares journaux indépendants qui aujourd'hui arrive à s'en sortir. Sur le plan financier, il faut vraiment le souligner. D'ailleurs, on a vu récemment, il y a quelques jours, les chiffres des abonnements. On est en 3e position en France à ce jour pour les titres de quotidiens nationaux, derrière Le Monde et Le Figaro. C'est quand même pas mal. On est quasiment à 230 000 abonnés, alors qu'on est né en 2008. Le Monde, lui, est bien plus âgé et a aujourd'hui 500 000 et quelques abonnés, donc c'est pas mal. La difficulté, c'est d'arriver à maintenir ça. Il faut maintenir ce nombre d'abonnements parce qu'on ne vit que grâce aux abonnements. Et pour maintenir ce cap, il faut faire du bon travail. Moi, pour l'instant, je me sens très bien ici. Quand je vois ce qui se passe dans les autres médias français aujourd'hui, quand je vois tous les médias qui sont rachetés par des millionnaires ou des milliardaires et dont la ligne éditoriale ensuite est percutée par ces rachats, quand on voit ce qui se passe dans la sphère Bolloré, quand on voit ce qui se passe sur CNews, waouh, je me dis, puis la situation aujourd'hui pour les journalistes, elle est extrêmement compliquée. Arriver à trouver un CDI aujourd'hui dans le journalisme, c'est devenu très très difficile. Donc pour l'instant, je suis bien là où je suis, et on verra plus tard où l'avenir me mène. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de changer de média, peut-être que Mediapart s'arrêtera un jour, j'en sais rien, je peux pas prévoir. Peut-être même que je ferai autre chose. Peut-être même qu'au bout d'un certain temps, j'aurai envie de faire autre chose, pourquoi pas. J'ai une toute dernière question avant de conclure cette petite table ronde. Peut-être que vous pouvez y répondre assez rapidement avant qu'on conclue. J'aimerais savoir, ça va peut-être être difficile parce que c'est personnel, je suppose. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être journaliste ?
Journaliste, pour moi, c'est vraiment raconter le monde. Et donc, la place où je suis dans mon journal, je suis au pôle international. Et quand je traite des sujets France, ça relève du pôle société, mais je suis au pôle international. Elle est parfaite pour ça. Parce que du coup, ça m'amène à faire du terrain, on l'a évoqué tout à l'heure, l'Ocean Viking, mais pas que. Je suis aussi partie, par exemple, au Pakistan. C'était un reportage incroyable. Je suis partie entre 2 et 3 semaines. Ça a été un investissement monstre. C'est des terrains qui sont pas faciles, où on se dit au premier abord, en tant que femme, peut-être que ça va pas être simple. En fait, c'est hyper bien passé. Et c'est ça, c'est vraiment être au plus près des gens, être à leur écoute. Ça veut dire aussi savoir faire preuve d'empathie. Il faut arriver vraiment à comprendre l'autre. Mais c'est aussi, comme disait Hubert Beuve-Méry, l'un des fondateurs du Monde, le journalisme, c'est le contact et la distance. Ça veut dire qu'il faut cette forme d'empathie, il faut cette écoute qui est essentielle pour arriver à comprendre l'autre. Mais il faut aussi, si possible, garder un petit peu de distance, notamment pour éviter les questions de connivence. Alors ça, c'est encore plus le cas quand on travaille dans le journalisme politique. Évidemment, la connivence avec les politiques, c'est quelque chose à bannir. Mais de manière générale, arriver à garder une certaine distance. Sinon, je pense que c'est difficile de tenir le coup dans la durée. C'est difficile d'éviter des conflits d'intérêts. C'est difficile de franchir les barrières de la déontologie. Et on l'a vu récemment, d'ailleurs, pour l'une de nos collaboratrices, qui est pigiste et qui a été condamnée en fin de semaine dernière pour financement du terrorisme et corruption d'agents étrangers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Beaucoup de nos détracteurs ont titré que c'était une journaliste de Mediapart et qu'elle était à Mediapart au moment des faits. C'est faux. Il y a eu un billet de blog dans Mediapart pour vraiment clarifier les choses et contrecarrer toutes ces contre-vérités qui ont circulé. Ça s'était passé en 2016. À l'époque, elle bossait pour RMC, pas du tout pour nous. Elle a commencé à bosser pour nous en 2021. Et elle a reconnu avoir franchi. Elle a évidemment pas, et on la croit, participé au financement du terrorisme. Hein. Elle voulait vraiment aider à sauver une famille, en l'occurrence des enfants, qui étaient à l'époque en Syrie et en Irak. Mais elle a admis elle-même avoir franchi les barrières de la déontologie journalistique. Et je pense que c'est ça, la distance. Et c'est des terrains qui sont extrêmement difficiles, donc on ne peut pas la juger. C'est un dossier très très complexe. Mais quand on est dans des situations et des terrains compliqués comme ça, c'est là qu'il faut se souvenir de ça, le contact et la distance. Toujours garder un petit peu de distance pour protéger nos sources et pour se protéger nous-mêmes. C'est très important. Eh bien, merci beaucoup Nejma Brahim. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci à tous d'avoir participé. Merci encore Nejma pour votre présence. Merci à vous de m'avoir invité. Nous n'oublions pas Estrella, Akli et toute l'équipe de Kaina, sans qui cela n'aurait pas été possible, et de nous avoir soutenus. Merci encore pour cette belle opportunité. Enfin, un grand merci à Latifa pour avoir pris le temps d'introduire nos services civiques à l'art de la lecture et à l'arpentage. Et voilà, c'est ainsi que cette émission s'achève. Encore une fois, on a passé une très bonne lecture avec votre ouvrage 2 € de l'heure, la face cachée de l'intégration à la française. Merci à tous, bonne continuation et à très bientôt sur Kaina Media.